Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission pratique qui vous aide à y voir plus clair sur des sujets qui nous concernent. Et dans ce nouveau numéro, nous nous penchons sur une révolution actuellement en marche. Je crois que le thème n'est pas trop fort puisque nous allons parler d'IA, d'intelligence artificielle qui fascine autant qu'elle effraie. L'IA qui est en train de faire irruption dans bon nombre des aspects de notre vie et notamment dans le monde du travail. Alors est-il bon de penser que l'IA ne changera rien du tout, au contraire qu'elle remplacera une grande partie de nos travaux et de nos métiers? Eh bien, c'est ce que nous allons questionner aujourd'hui avec nos invités. Je vous les présente. Mickaël Cabon, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en sciences humaines et sociales, responsable de département à l'ISEN, qui est l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique. Et vous êtes par ailleurs co-titulaire de la chaire Managia, qui est dédiée à l'étude du management des organisations à l'ère de l'intelligence artificielle. En face de vous, nous avons Arnaud Vétrom. Bonjour. Bonjour. Ça va être plus rapide pour vous. Arnaud, vous êtes notaire dans le Finistère et un habitué de cette émission avec vous au quotidien. Alors, on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers et on va démarrer avec des exemples concrets en parlant de vos expériences. Mickaël Cabon, par exemple, vous êtes enseignant. Qui n'a pas entendu parler de ChatGPT qui fait les devoirs à la place des élèves? Est-ce que concrètement, cet outil ou de manière plus générale, l'IA a déjà commencé à bouleverser les pratiques du corps enseignant? Alors, ce qui a changé, ce sont surtout les IA conversationnelles de type ChatGPT, que vous connaissez bien, Aurélie, ou bien Claude ou Gemini. Enfin, ce type d'IA conversationnelle est arrivé sur le marché il y a 2 ans. Elles ont changé les pratiques des étudiants et des élèves de lycée ou de collège pour rédiger du contenu. Ça, c'est une évidence. Et puis, ça a changé aussi le comportement des enseignants, peut-être pour créer leurs propres cours et puis pour corriger les devoirs qui y sont associés. Ça suppose vraisemblablement d'autres compétences de la part des étudiants et d'autres compétences de la part des enseignants. À titre d'exemple, aujourd'hui, évidemment, je suis obligé de demander de rédiger des choses aux étudiants. Ça fait partie des principes, mais de plus en plus, je leur demande de rédiger les prompts qui leur permettent de rédiger ce qui leur est demandé, parce que finalement, peut-être le vrai savoir, la vraie capacité d'analyse et de réflexion, c'est ce qu'on leur demande quand on est dans les études supérieures, c'est sur la rédaction du prompt en lui-même. Et c'est quoi justement un prompt pour les gens qui nous regardent, qui ne comprennent pas C'est une instruction dans un langage naturel, là en l'occurrence en français. C'est une demande une instruction qui est donnée à un ordinateur pour qu'il puisse répondre avec des capacités qui sont les siennes, et en l'occurrence là via les interfaces des intelligences artificielles conversationnelles. Donc on comprend des compétences qui vont s'adapter un petit peu des deux côtés de la barrière, on y reviendra bien évidemment. Et chez vous, alors Arnaud Vétrom, est-ce que l'IA a fait irruption dans les études notariales ? Alors pour l'instant dans le notariat, l'IA, on en est au stade de la découverte et de la curiosité pour cet outil. Au niveau donc, de nos collaborateurs, on se forme, les notaires se forment également, on participe à des salons de l'innovation pour vraiment appréhender cet outil-là, mais on ne peut pas encore dire que ce soit déployé à grande échelle dans la profession. Donc voilà, il y a une curiosité, il y a une attention particulière. Concrètement, est-ce que vous avez quand même déjà pu identifier en quoi l'intelligence artificielle pourrait vous aider dans la pratique de vos actes au quotidien ? On va pouvoir, au niveau des actes notariés, on va pouvoir collecter de la donnée plus facilement et plus rapidement. On va pouvoir l'analyser, on va pouvoir extraire de la donnée, la classer plus facilement également. On va pouvoir automatiser tout un tas de tâches répétitives et redondantes et avoir plutôt une mission de contrôle et d'analyse. On va pouvoir également, sur du moyen terme, aider encore plus à la rédaction des actes et donc améliorer la relation client et améliorer le volume d'actes qu'on va pouvoir signer. Ce que vous nous dites là finalement, c'est que l'intelligence artificielle va peut-être vous assister. On n'est pas là dans le remplacement du notaire. Non, pas du tout. On est vraiment dans l'amélioration normalement de la qualité de travail et dans le fait que le notaire va pouvoir aussi retrouver sa place dans sa relation humaine avec le client. Oui, c'est-à-dire plus de temps à passer avec le client pour parler, pour expliquer, voilà, et moins à rédiger des choses ou à classer. Plus de conseils, plus d'écoute. Voilà, c'est vraiment l'humain qui retrouve sa valeur. Mickaël Cabon, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il faut prendre cette intelligence artificielle comme un soutien, une aide pour améliorer la qualité du travail? C'est comme ça qu'il faut le voir? Dans toute évolution technologique, il peut y avoir un danger.
on le connaît, c'est l'histoire qui nous le dit. Et dans cette évolution technologique qu'est l'intelligence artificielle, il peut évidemment y avoir des dangers. Mais il y a aussi, et en fonction des objectifs, en fonction de la manière dont les personnes vont s'en saisir, des opportunités pour améliorer soit la qualité du travail, son efficacité, et puis peut-être même les relations, découvrir chez des collaborateurs, ça peut être chez les notaires comme dans toutes les entreprises qui peuvent être impactées, qui ont du contenu et des données, c'est-à-dire la quasi-totalité des entreprises, des performances, des capacités chez les collaborateurs qui sont à soupçonner, qui ne figurent pas peut-être sur leur CV ou ce pourquoi ils ont été recrutés au départ. Est-ce qu'il y a quand même des métiers qui vont être mis en péril par l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont péricliter, disparaître, des tâches qui vont être supprimées? Alors, si on considère que l'IA, c'est une révolution industrielle au sens que ça révolutionne une partie de l'économie, elle est peut-être différente. Mais tout ce que l'on dit à partir d'aujourd'hui, dès qu'on parle du futur, est susceptible d'être totalement trompé dans les semaines, les jours, les mois, les années qui viennent. Et toutes les révolutions industrielles qui ont pu avoir lieu ont plutôt opéré sur l'automatisation et la robotisation de tâches dites manuelles. Fabrication de voitures, par exemple, ou je sais pas, peut-être la question des mines de charbon où des machines ont remplacé les hommes. Et ça a été heureux, finalement, qu'il y ait eu ce remplacement pour éviter le travail qui était celui de mineurs. Ouais, qui était pénible, etc. Là, ça qui a donné des super chansons dans les stades de foot, mais qui étaient particulièrement pénibles et dont les gens mouraient à la fin. Cette révolution industrielle-là, semble-t-il, elle s'opère de manière différente, plus rapide, vraisemblablement dans le temps, mais aussi différente sur les typologies de métiers qui vont être impactés. Et si les révolutions précédentes ont visé les cols bleus, c'est-à-dire les gens qui travaillaient de manière manuelle, aujourd'hui c'est plutôt les cols blancs qui pourraient s'estimer un peu en risque. On va peut-être mesurer dans l'émission que ce n'est pas un risque qui est absolu, qui est certain et qui va détruire l'ensemble des tâches intellectuelles qui peuvent être proposées, mais en tout cas, vraisemblablement, elle va les transformer. Et c'est plutôt, les études le montrent, en tout cas, ce type de métier-là qui risquerait d'être impacté demain. Un petit mot de la chaire Managia dont je parlais tout à l'heure, que vous co-dirigez. Vous essayez d'avoir une vision humano-centrée de cette question de l'IA. Ça veut dire quoi, si on veut être très concret? Ça veut dire qu'il y a des chaires qui portent sur une technique, sur l'IA, qui vont essayer d'expliquer, améliorer l'IA. Nous, on considère que l'intelligence artificielle est un outil, ce n'est pas une fin en soi, donc c'est peut-être une visée un peu différente. Et deux, l'objectif est de permettre aux êtres humains de mieux s'accaparer, de mieux s'approprier ce type de technologie pour améliorer leur efficacité et le lien qu'ils peuvent avoir avec les autres êtres humains. On ne considère pas que l'IA va faire disparaître ni le travail, parce que c'est une source d'aliénation peut-être, mais c'est aussi une source de créativité et d'appartenance, et puis que ça ne va pas faire disparaître les relations humaines que l'on peut avoir entre nous. Et c'est en ce sens-là qu'elle est humano-centrée. L'idée étant de dire, formez-vous à l'IA pour être au moins meilleur, non pas que l'IA, mais qu'une autre personne qui ne serait pas formée à l'IA. On va tout de suite prendre un exemple concret de comment l'IA peut améliorer notre vie à tous. Prenons la direction donc de Brest. À l'EHPAD René Cassin, on expérimente actuellement un dispositif enrichi par l'intelligence artificielle. Il permet, ce dispositif, de détecter les cannes, les fauteuils roulants et autres déambulateurs pour ouvrir les portes et ainsi faciliter la vie des personnes à mobilité réduite. Césaya, c'est son nom, est une solution pensée et développée par un chercheur de l'ISEN et incubée dans le centre d'innovation WIN du CHU de Brest. Reportage. Pour sortir, Pascal Gaultier n'a plus besoin d'appeler les infirmiers. La porte s'ouvre automatiquement sur son passage, un gain d'autonomie pour cette résidente de l'EHPAD René Fortin à Brest. L'indépendance, parce que moi je tiens à la garder le plus possible. Il fallait appuyer sur le bouton, le gros bouton là. Mais c'était pas pratique pour ceux qui sont en fauteuil, ni avec un déambulateur. Et si Pascal Gaultier peut entrer et sortir comme elle veut, c'est grâce à ce boîtier et cette caméra positionnée au-dessus de la porte. Un logiciel d'intelligence artificielle détecte les personnes circulant en fauteuil roulant ou en déambulateur et ouvre automatiquement la porte. À l'origine du projet, Ehsan Sedgoya souhaitait une meilleure inclusion des personnes à mobilité réduite. Pour les personnes normales qui ont leur usage de leurs mains, l'ouverture se fait par un bouton poussoir. Quelqu'un qui utilise un déambulateur et quelqu'un a priori non stable sur ses pieds. Et donc enlever une main pour manipuler le bouton poussoir devient de temps en temps dangereux pour cette personne. Ehsan Sedgoya est enseignant-chercheur en intelligence artificielle à l'école d'ingénieurs ISEN à Brest. Il a lancé sa start-up Césaya en juin 2022 pour apporter des solutions dans le milieu hospitalier. Dans la classe d'Ehsan, les élèves travaillent en groupe sur des projets incluant l'IA pour résoudre des problématiques. En crèche, parfois, il y a des enfants qui peuvent s'enfuir.
Et du coup, nous, on essaye de créer un système qui utilise l'IA pour déterminer si une personne veut passer la porte, donc si la personne est adulte ou enfant. Le dispositif de détection des personnes à mobilité réduite sera commercialisé en 2025. Voilà pour cet exemple dont on ne va pas essayer de percer le secret. Ce qu'il faut peut-être comprendre, Michael Cabon, c'est que finalement, il y a deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle technologique et celle dont on dit qu'elle est générative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement et clairement? Il y en a même plusieurs des intelligences artificielles. Mais on va dire qu'il y a la vieille intelligence artificielle, ça fait bizarre de dire ça parce qu'elle existe depuis à peu près 60 ans, qui est, vous l'avez dit, technologique, en tout cas qui va utiliser la programmation informatique pour, à partir de réseaux de neurones ou de bases de données, pouvoir créer des arbres de décision qui vont permettre de prendre des décisions. Et c'est ce qui permet à ces IA de pouvoir repérer par un algorithme des personnes à mobilité réduite par leur fauteuil ou par leur canne. Et puis, on a, depuis 2 ans, c'est assez récent, on a l'impression que c'est beaucoup plus ancien, mais ça date de novembre 2022, simplement l'apparition grand public des nouveaux modèles de langage, les LLM qui vont donner l'IA générative et qu'on devrait peut-être à proprement parler évoquer sous le terme de IA conversationnelle. Ça répond peut-être un peu mieux à ce qu'on va pouvoir, réaliser. En fait, c'est ça le propre de cette IA. Un peu à la manière de ce proverbe hébreu qui dit que 50% de la réponse est dans la question. Et ben avec l'IA générative, l'IA conversationnelle, on a dans la manière de poser la question déjà les prémices de la réponse qu'on va avoir avec une génération. C'est peut-être ça d'ailleurs le danger, qui est illimitée puisqu'elle est probabiliste. Elle est basée sur l'ensemble des textes écrits de la connaissance humaine depuis la nuit des temps, en tout cas depuis qu'il y a de l'écrit, ce qui pose la question des civilisations qui n'écrivaient rien. Et donc sur cette base de connaissances-là, agrémentée et augmentée de toutes les connaissances qui sont écrites depuis, on va réaliser un calcul probabiliste de la probabilité d'apparition du mot suivant dans la phrase qui va être composée par l'IA. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette intelligence artificielle, il faut qu'elle soit instruite, vous venez de le dire, qu'elle soit nourrie. Qui va le faire ? Alors, il y a déjà une grande partie de ce travail qui a été fait, c'est finalement l'ensemble de l'humanité. Ça posera des questions très philosophiques sur à qui appartiennent les résultats de ces connaissances, sachant que c'est l'ensemble de l'humanité, mais nos parents, nos grands-parents, enfin l'ensemble des générations qui nous ont précédés. Donc philosophiquement, c'est extrêmement intéressant de voir ce que ça peut entraîner comme idée. Et ensuite, il y a aujourd'hui sur l'ensemble de nos outils connectés, votre téléphone, le programme de télévision qui sera peut-être disponible sur une chaîne de télévision Internet ou sur des plateformes de diffusion en ligne. C'est cette agglomération là, du contenu qui va être réalisé par les êtres humains et qui potentiellement est numérisable, peut agrémenter, peut augmenter les bases de données qui sont associées. Et puis enfin, peut-être que c'est ce que font les notaires déjà ou ce qu'ils feront demain. Il va nous répondre. C'est d'agrémenter sur les bases de données propres à une entreprise qui va pouvoir concaténer l'ensemble de ces données pour travailler uniquement sur celles-ci et non pas sur l'ensemble de la base de données de connaissances humaines. J'allais vous poser la question, du coup, Arnaud, est-ce que vous, aujourd'hui, les notaires, vous réfléchissez à instruire votre propre outil d'intelligence artificielle, en tout cas pour qu'elle vous soit utile dans la pratique dans votre métier? Ça pourrait être une réflexion. La question, c'est effectivement qu'à ce jour, on travaille avec des éditeurs de logiciels, des sociétés d'informatique qui produisent, qui réalisent les solutions qui nous aident à demander des pièces, à rédiger des actes. Donc on les nourrit déjà finalement depuis une bonne vingtaine d'années en données patrimoniales et personnelles de nos clients. Après, effectivement, il pourrait y avoir un grand intérêt à entraîner cette base de données pour justement en retirer de la valeur ajoutée parce que c'est un travail qui est autrement très très long et très fastidieux. Donc l'idée derrière ça, c'est toujours la même, c'est-à-dire d'améliorer la relation client et le service qui est rendu à nos clients. Et on parlait peut-être aussi de l'importance des données que vous confiez à ces intelligences artificielles. Est-ce qu'aujourd'hui se pose la question de la sûreté de ces données, forcément, j'imagine, à un moment, surtout dans des données sensibles comme celles que peuvent traiter les notaires? C'est des données très sensibles. Alors on respecte bien évidemment le règlement européen sur la protection des données, le RGPD. On est soumis aux réglementations également de la CNIL. Donc on a vraiment ça fait partie de notre cœur de métier. Mais effectivement, il y a une question très importante qui est celle de la souveraineté des données que l'on peut détenir ou qui sont détenues par les sociétés d'informatique avec lesquelles on peut travailler, de savoir où sont hébergées les données
et de comment garantir la sauvegarde et ou la transmission. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels vous travaillez avec la profession, sur lesquels on par travaille exemple. activement, effectivement, et qui sont les chantiers des prochaines années. Ouais, c'est un vrai sujet, ça, cette question de la souveraineté. Ouais, de la souveraineté. D'une manière générale, si on a envie d'être libre demain, la question de la souveraineté, c'est une question qui est très importante. Dans le domaine du numérique, c'est devenu un nouveau continent de guerre. La guerre en Ukraine, elle commence d'abord par des attaques informatiques. Avant le mois de février 2022 et avant l'arrivée des troupes. Aujourd'hui, il y a des attaques qui sont multiples. La question de la donnée, de la connaissance, et donc comment est-ce qu'on arrive à la protéger. Donc il y a une question de souveraineté. L'ensemble des technologies que nous utilisons, la quasi-totalité, sont plutôt d'origine américaine. Elles auraient pu être chinoises. Ce sont les deux grands pays leaders sur le sujet. Donc il y a une vraie question pour le continent européen, pour la France en particulier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on alimente, on utilise un logiciel ou une intelligence artificielle générative, on ne sait pas vraiment où partent les données qu'on lui confie. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui ? C'est la même chose que quand vous allez sur un grand moteur de recherche californien et que vous tapez une requête qui va permettre, une fois que c'est aggloméré, de savoir si vous avez la grippe ou pas, enfin, ou de connaître l'épidémie de grippe qui va y être associée. Ça, c'est pour la partie ouverte. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir sur l'ensemble de ces outils-là une partie privée, il faut payer pour ça, ou normalement, en tout cas, c'est la promesse qui est faite, et il n'y a aucune raison de penser que le contraire serait vrai, où l'ensemble de vos données ne vont pas servir à alimenter la recherche et le moteur de recherche qui est associé derrière cette IA conversationnelle. Donc normalement, il y a un risque qui est relativement limité, mais néanmoins, toute trace numérique est susceptible d'être récupérée d'une manière ou d'une autre. Et enfin, il y a une question portant sur l'attractivité, parce que la souveraineté, c'est une chose, okay, on doit pouvoir s'en saisir. Je crois que l'Europe est en train de réagir sur ce type de questions, mais plutôt sous l'angle de la régulation. Peut-être que c'est payant, on le verra, c'est l'IA Act notamment. Puis il y a la question de l'attractivité. On est ici dans l'ouest de la France où le nouveau pétrole de l'IA, c'est plutôt l'intelligence. Et des gens intelligents, manifestement, dans l'ouest de la France, il y en a un certain nombre. Et c'est peut-être une possibilité pour notre région de pouvoir trouver sa place dans cette révolution industrielle qui est à venir. Fédérer les forces, fédérer les cerveaux pour bâtir des solutions qui permettraient la liberté et la souveraineté des entreprises. C'est déjà le cas parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ouest de la France, sur les campus de Rennes, Nantes, Lannion et Brest. Et demain, ça peut l'être encore plus avec des sociétés comme Césaya, avec la multitude, la kyrielle de solutions et puis surtout un aspect collaboratif de gens qui ont envie de travailler ensemble, que ce soit là les notaires, hier les experts comptables, demain une coopérative agricole, de se dire peut-être qu'on a des solutions à créer ensemble parce qu'elles sont encore à naître. 2 ans, c'est simplement l'écart qui nous sépare entre aujourd'hui et l'arrivée des IA conversationnelles sur le marché. Et on peut imaginer que les évolutions à venir seront encore plus importantes. Messieurs, on poursuit cette discussion dans un instant, mais tout de suite nous allons accueillir Vincent Lemay pour la chronique actu de ce mois. Ravi de vous retrouver, Vincent. Vous êtes toujours là en chair et en os. Ce n'est pas encore l'intelligence artificielle qui vous remplace. On va parler, pour démarrer, si vous le voulez bien, du lancement du site Mes aides rénovées. Voilà, on parle souvent sur ce plateau de toutes les aides dont on peut bénéficier auprès de l'État. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Mes aides rénovées. Donc pour accéder à toutes les aides disponibles pour la rénovation énergétique de votre maison, de votre appartement, vous pouvez désormais aller sur une plateforme qui s'appelle mesaideresreno.gouv.fr. Donc ce site, il met à la disposition un calculateur d'aide qui prend en compte l'ensemble des dispositifs existants. Vous avez MaPrimeRénov', vous avez l'éco-prêt à taux zéro, la prime certificat d'économie d'énergie. Vous avez vraiment un panel d'aides qui sont sur le site. Vous pouvez également appeler un conseiller en ligne sur France Rénov'. Vous aurez un conseiller qui saura vous conseiller sur la personnalisation de vos demandes. Donc là, voilà, un vrai guichet unique cette fois pour la rénovation énergétique. On parle de régulation des loyers et de la prolongation du dispositif, en fait. Oui, alors l'encadrement de l'évolution des loyers s'applique dans les communes qui sont situées dans zone tendue, c'est-à-dire celles qui comptent plus de 50 000 habitants et où on observe un important déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc concrètement, ce dispositif, il va limiter l'augmentation des loyers lors du renouvellement d'un bail, ou lors de la mise en location nouvelle. Alors, il a été renouvelé annuellement. Sa précédente période d'application allait du 1er août 2023 jusqu'au 31 juillet 2024. Il est renouvelé pour 1 an. En Bretagne, vous avez 111 communes concernées et 44 en Loire-Atlantique. Merci Vincent. On termine avec l'évolution du taux d'usure. Rappelez-nous de quoi il s'agit et quelle est la nouvelle. Alors le taux d'usure, on en a souvent parlé également sur ce plateau, c'est le taux maximum auquel vous pouvez emprunter. Donc c'est
le taux qu'elle vous emprunte est nominal, on va rajouter à ça les assurances, l'ensemble des frais, les frais de dossier, etc. Et vous avez ce qu'on appelle le taux effectif global. Donc ça va se rapprocher du taux d'usure. Et en 2023, il était revu mensuellement pour éviter que l'ensemble des justiciables et des emprunteurs aient des refus, puisqu'ils avaient un taux qui dépassait le taux d'usure. Je vous donne quelques chiffres. En 2024, la révision est redevenue mensuelle, fixant les taux à 4,6% pour les prêts inférieurs à 10 ans et 6,13% pour ceux entre 10 et 20 ans au troisième trimestre. Depuis le 1er octobre cette année, ces taux sont pour les prêts de moins de 10 ans de 4,63% et de 6,03% pour les prêts de plus de 10 ans. Merci à vous, Vincent. Vous restez avec nous. On poursuit notre discussion sur l'intelligence artificielle et comment elle va impacter nos métiers. On a quelques questions qui nous sont parvenues de nos téléspectateurs. Je vais vous les livrer, messieurs. La première, elle est assez générique, peut-être pour vous, Michael Cabon. L'IA ne va-t-elle pas mettre en péril l'avenir de l'humain comme acteur décisionnel de sa vie? Est-ce que demain, on va s'en remettre complètement à l'intelligence artificielle? Le bonheur, c'est une décision que l'on prend et je crois que l'avenir qu'on voudra et la place qu'on voudra donner à ces nouvelles technologies ou à ces technologies, c'est aussi une décision que l'on va prendre. Le meilleur moyen de s'y préparer, c'est peut-être de les connaître, ces technologies. Plus on les connaît, moins on en a peur. Il y a beaucoup de fantasmes qui sont liés souvent à des gens qui connaissent mal ces technologies, parce qu'elles sont limitées. Et donc, elles font moins peur quand on les connaît bien, et surtout quand on les dirige. C'est un peu la même chose que, je sais pas, avoir les rênes d'un cheval. On a moins peur quand on sait qu'on peut le tenir et qu'on a un peu d'expérience de ce point de vue-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas de raison particulière d'avoir peur. Il faut être vigilant et méfiant autant que nécessaire pour pouvoir lui donner sa chance. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison d'avoir peur à proprement parler de l'évolution technologique. C'est bien noté. Alors j'ai une question qui va finalement ouvrir assez bien la conclusion de notre émission, puisque c'est quelqu'un qui nous demande « Je suis secrétaire dans une petite entreprise. Mon poste est-il menacé par l'intelligence artificielle ?» Enfin, sans répondre à cette question peut-être précisément, juste dire que clairement, il va y avoir besoin de faire évoluer les compétences des salariés dans les entreprises. C'est le cas déjà chez vous, Arnaud Bétrom, par exemple? C'est vraiment une question d'adaptation, de compétences et de formation. C'est-à-dire qu'on va devoir réfléchir aux nouvelles manières de faire travailler nos équipes, de faire les tâches répétitives et redondantes de saisie, par de l'IA potentiellement, et plutôt créer des nouvelles tâches de contrôle, de vérification, donc des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça fait partie des évolutions de nos secteurs d'activité. assez logique en fait. Juste peut-être Vincent Lemay pour compléter sur ces métiers qui pourraient disparaître, vous, chez les notaires, voilà, on se prépare, comme disait Arnaud Bétrom, à l'usage de cette intelligence artificielle. Alors on ne s'y prépare non pas pour aller remplacer nos secrétaires ou nos collaborateurs, mais plutôt pour être plus efficient au quotidien et essayer de gagner du temps, à être plus productif et se servir d'un outil plutôt que de le subir en fait. Michael Cabon, pour pas conclure, mais pour nous parler de cette question des compétences, vous, c'est un vrai sujet que vous évoquez au sein de la chaire. Voilà, il va falloir recruter peut-être différemment les futurs collaborateurs et accompagner ceux qui sont déjà dans les entreprises. C'est même le sujet, je pense, de la chaire qu'on a mis en place avec les partenaires initiaux, c'est de voir comment est-ce que les organisations peuvent s'adapter à l'IA, dans quelles compétences elles ont besoin, si on veut que ce soit des êtres humains qui les dirigent et qui y travaillent encore demain. On a le droit de penser le contraire, mais à ce moment-là, on serait plutôt dans la science-fiction d'Asimov. Et donc, parmi les compétences qui sont initiées, le vrai travail, c'est de pouvoir les repérer, de savoir desquelles on a besoin. Manifestement, la question de la capacité de la pensée analytique ou de la pensée critique, d'éviter le prêt-à-penser, de pouvoir donc remettre en cause aussi ce que dit la machine, parce qu'on a l'impression qu'elle a toujours raison, mais elle peut se tromper, la machine, parce qu'on peut lui avoir posé la mauvaise question, ou elle peut avoir les mauvaises données. Et puis la question de comment est-ce qu'on fait demain, si la machine nous permet d'aller plus rapidement sur des tâches chronophages qui y sont associées, qu'est-ce qu'on fait du temps qui nous reste? Les journées ne vont pas se réduire pour autant, elles feront toujours 24 heures. Une journée au travail, c'est toujours aussi aux alentours de 7 à 9 heures de travail. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là pour pouvoir créer de la valeur et vraisemblablement le lien humain, le lien social et tous les aspects qui sont liés à la créativité, aux nouvelles idées qu'on peut avoir en discutant ici ou là, sont des points qui vont être essentiels. Ces compétences-là, c'est des compétences douces, il n'y a pas de diplôme pour ça. Pouvoir les repérer, c'est peut-être la nouvelle tâche des RH de demain.
Alors, si vous n'y comprenez pas grand-chose à l'IA, un peu comme moi, vous avez édité ce livre, Michael Cabon, avec Cyril de Souza-Cardozo. Qui membre de la chaire. Exactement. Qu'est-ce qu'on y apprend dans ce livre? C'est une porte d'entrée un petit peu? Alors, on y apprend la base de ce qu'il y a à savoir. Guider les IA, toujours. On apprend à guider les IA avec une trentaine de modèles de prompt à peu près un peu avancés qui permettent d'aller plus loin sur l'usage et sur la gouvernance de ces IA pour en rester maître et pour ne pas en être l'esclave. Et on revient à la notion de liberté et de souveraineté dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs, pour vos lumières sur ce sujet qui est extrêmement vaste. On n'a bien évidemment pas tout dit, mais si déjà on a réussi à ne pas vous faire peur avec cette intelligence artificielle, vous dire qu'il faut de la curiosité et qu'il faut s'y former, c'est déjà ça de gagner. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.